Bienvenue à tous dans la famille en question. La fin de vie intrigue, fait peur. Certains décident pourtant de devenir accompagnants bénévoles de malades en soins palliatifs et de leurs familles. Alors pourquoi s'engagent-ils dans ce service très particulier ? Quelle est leur mission ? Comment sont-ils formés ? C'est ce que l'on va voir avec nos invités. Pour en parler, je reçois tout d'abord Sylvie Martin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes bénévole à l'ASP, une association d'accompagnants bénévoles en soins palliatifs. Vous êtes directement en service depuis 7 mois à l'hôpital Georges Pompidou à Paris, dans une équipe mobile. Vous nous parlerez de cette expérience. À vos côtés, Joëlle Duleroy, bonjour. Bonjour. Et vous êtes psychologue au sein de cette association, de l'ASP. Vous nous direz un petit peu comment vous formez ces futurs bénévoles et puis quel est également le suivi de ces personnes. Et enfin, nous retrouvons cette semaine Jean Villeminot. Jean, bonjour. Bonjour Stéphanie. Nous apporterez-vous votre regard sur ce thème tout à l'heure. Alors avant de vous donner la parole, on va rencontrer Catherine. Depuis 10 ans, elle accompagne des personnes en fin de vie. Une expérience forte dont elle a témoigné auprès de François Lespès. Quelle température il fait dans ma chambre? Il fait chaud, il fait chaud. Comme toutes les semaines, Catherine rend visite à Madame Saint-Georges, chez elle, à Paris. Catherine est bénévole de l'association Jalmalve, qui accompagne des personnes en fin de vie, à l'hôpital ou à domicile. C'est vraiment écouter la personne aujourd'hui, là où elle en est. Et puis, aucun projet, y compris, et ça c'est vraiment important, surtout pas lui dire que si elle va bien et qu'elle va s'en sortir. Si elle a envie de nous dire qu'elle est très très mal, c'est ça qui est important. Et c'est ce qu'elle ne peut pas dire en général à la famille, parce que la famille ne veut pas que la personne soit en départ. Je ne peux pas vous dire, je suis fatiguée. C'est ça qui vous manque aussi. Ça vous fait du bien de le dire un peu? Oui, mais pour les gens qui m'entendent, c'est un peu répétitif. Oui, mais moi je ne suis pas les gens. Non, d'accord. Et vous êtes une personne, pas un genre. Ben oui. Avant d'être une personne en fin de vie, c'est une personne avec toute une histoire, avec des soucis, des amours, des souffrances, des joies. On la prend là où elle est, mais on ne la prend pas pour sa maladie ou pour sa souffrance, on la prend pour la personne. Ni membre de la famille, ni soignante, Catherine représente un peu le monde extérieur, la société, qui bien souvent se désintéresse de ces personnes. Moi, ce que j'entends, c'est je suis fragile, je ne sers à rien, mais dites-moi quand même que je sers à quelque chose. Dites-moi que je suis quelqu'un d'important pour vous. Enfin, mes grands-parents qui sont nés avant 1900, ils ne se sentent pas inutiles à 85 ans. Je ne les ai jamais entendu dire qu'ils ne servaient à rien. Et je pense que c'est un peu notre société qui leur apprend ça. Et je crois que c'est faux. Cela fait 1 an que Catherine rend ainsi visite à Madame Saint-Georges. Une année qui a déjà tissé des liens forts entre ces 2 femmes. Je crois que j'ai pour elle une grande tendresse et qu'elle le sait, qu'elle le sent. Et que peut-être elle y est sensible, parce que c'était sûrement une forte femme. Je le sens encore, elle est dans la volonté, physiquement, les choses ne vont pas assez vite. Et je crois que notre contact avec un peu de sourire sur ce qu'elle n'est plus capable de faire, je pense que peu à peu on s'apprivoise. Cela fait 10 ans que Catherine participe à ce bénévolat, accompagnant parfois des personnes jusqu'à leur dernier souffle. Mais pour elle, c'est l'occasion d'un émerveillement devant la vie. Quand on sort de ces lieux, à l'hôpital notamment, on sort de l'hôpital où on a vraiment côtoyé les plus grandes fragilités. On tombe dans la rue avec les enfants qui mangent le pain au chocolat. Et il n'y a aucune incohérence. Au contraire, j'ai l'impression qu'on continue à sentir plus intensément cette vie qui circule dans chacun de nous. Je pense que ces temps d'accompagnement nous accrochent à la vie et à la vie des autres de façon très intense. Dans notre société individualiste et matérialiste, qui ne veut plus voir la vieillesse et la mort, des personnes comme Catherine essaient de renouer un peu de lien humain dans ces moments si importants de la fin de vie qui concernera chaque être humain. C'est ce que j'ai appris en côtoyant ces personnes et en vivant, que cette mort qui nous attend,
elle fait vraiment partie de la vie et qu'on a des choses à en dire et qu'on a des paroles de vie à prononcer autour de ces départs pour toujours. Alors Sylvie, une réaction sur ce témoignage de Catherine ? C'est un très beau témoignage. On sent la femme d'expérience. Et je suis tout à fait d'accord avec elle. Quand on ressort de ces accompagnements, on est comme plein de vie, plein de sensations, forcément, au fil du temps, je pense qu'on change et on devient moins attentif aux petites choses qui nous dérangent dans la vie quotidienne. Et on n'apprécie plus les bons moments. Voilà. Relativise. Joël Duleroy, alors l'accompagnant d'une personne en fin de vie, on l'a bien vu, n'est ni médecin, ni psychologue, ni un proche. Alors, dans le fond, quelle est sa mission ? Alors, il n'est effectivement en principe pas soignant. C'est une personne de la société qui, à un moment donné, aura eu, compte tenu de son histoire, souvent, elle aura, pas toujours, mais très régulièrement eu une expérience d'accompagnement dans sa famille, ses proches, ses amis, et elle aura, avec le temps, le désir de devenir accompagnant. Donc ça part souvent d'une expérience personnelle ? Souvent. Ou pour les plus jeunes, puisqu'on a des jeunes, parfois même moins de 25 ans, qui viennent chercher dans cet espace-là, même s'ils n'ont jamais côtoyé la maladie ou l'accompagnement de la mort, ils viennent comme se rassurer, je dirais, qu'il existe autre chose que la relation qu'ils connaissent dans le monde de l'entreprise. Et ils expérimentent là, pour un temps court en principe, une expérience. L'humanité ? Oui, l'humanité. Puisqu'on dit que l'accompagnant bénévole est le représentant de la société civile auprès de ces personnes en situation de crise, soit par la maladie, soit par le vieillissement, qui n'est pas une maladie, mais en tout cas qui sont en situation d'une crise qui met en jeu leur pronostic vital, à plus ou moins court terme. Sylvie, alors il y a toutes sortes de façons de faire du bénévolat. Pourquoi avoir choisi d'accompagner des personnes en fin de vie, c'est quand même particulier ? Oui, c'est un cheminement personnel. Dans mon histoire, j'ai perdu un mari il y a 16 ans de ça. Et à cette époque-là, il y avait un manque au niveau du service hospitalier où il était. Je repartais chez moi seule, sans avoir vu personne, sans avoir pu parler. Je me retrouvais toute seule chez moi, avec cette angoisse qui n'avait pas été dite. Et je me disais à l'époque, ce serait bien qu'il y ait quelque chose. D'accord. Et la vie a continué. Et au bout d'un moment, c'était une évidence. Donc j'ai contacté l'ASP, fondatrice, sur Internet. Oui. J'ai laissé mûrir ma décision. J'ai attendu 6 mois avant de leur téléphoner. Et après, c'est une mise en route qui se fait naturellement lors de différents entretiens et différentes formations. Et au bout de 6 mois, on est affecté dans une équipe. On y reviendra précisément à cette formation. Joël Duleroy, c'est un cheminement, un mûrissement pour un futur bénévole de venir jusqu'à l'ASP. Oui, c'est pas une décision qu'on prend comme ça, de façon immédiate. Ça peut arriver, mais c'est plus exceptionnel. Oui. Et je dirais que ce n'est pas le facteur qui va favoriser un accompagnement sur le long terme. C'est souvent un mûrissement, le facteur temps est important. Et d'ailleurs, dans le processus formation, on va donner également du temps. On ne précipitera pas volontairement. On sera très à l'écoute du temps de chacun, qui peut être différent selon les personnes qui ont ce désir de devenir accompagnants. Oui, parce que la formation dure combien de temps ? Alors, la formation en elle-même va couvrir une période d'environ formation initiale, parce qu'il y a une formation complémentaire après, mais la formation initiale couvre une période d'un minimum de 3 mois. Brièvement, quelles sont les étapes ? Alors, trois étapes. 3 jours de formation initiale théorique,
puisqu'on va aborder là que sont les soins palliatifs, quel est le rôle des différents intervenants, les médecins, les infirmières, les satellites à toutes ces équipes, les différentes structures, la philosophie des soins palliatifs. Et puis, on abordera également dans cette première formation les motivations et les représentations que l'on a de l'accompagnement. Parce que chaque personne va arriver avec des représentations de ce que sont les soins palliatifs, de ce qu'est l'accompagnement, compte tenu des expériences qu'ils auront eues. Et puis, ils vont se rendre compte que ces représentations, elles ont besoin de se confronter à la réalité. Alors, on aborde cette question de la motivation des représentations. On fait travailler également sur qu'est-ce que c'est que l'association, quelle est la spécificité de l'ASP, même si les associations de soins palliatifs ont une démarche proche, mais chaque association a une spécificité. Celle de l'ASP, c'est d'accompagner en équipe. Pourquoi une durée comme ça qui s'étale sur plusieurs mois? C'est important? Oui, parce que de l'aspect théorique de ces 3 premiers jours, il y aura ensuite une intégration sur le terrain où les personnes vont faire l'expérience, mais pas seules, accompagnées. C'est ce qu'on appelle le parrainage, le tutorat, le compagnonnage. C'est-à-dire, oui, en binôme, elles seront accompagnées en quelque sorte, pour quand, de manière progressive, elles puissent passer à une expérimentation de cet accompagnement seul, mais sans risque pour les malades, ni pour les équipes, ni pour les proches des malades. Quels pourraient être les risques, justement? Bien, je crois que beaucoup de personnes peuvent désirer être accompagnées en bénévole. Tout le monde ne le deviendra pas forcément, parce qu'il est une chose du désir, il en est une autre de la réalité. La personne bénévole peut se mettre en danger dans un accompagnement qui est tout de même sur un temps de crise profonde, voire de dernière crise, ultime crise, celle de la mort. Il y a de l'émotionnel, et je crois qu'il y a en tout cas un certain équilibre à avoir, ne pas avoir eu un deuil trop proche. Et puis le risque pour les malades, eh bien, ce serait d'avoir des personnes qui soient intrusives dans leur histoire et qui perdent la place d'être dans la présence, mais une présence qui soit ajustée au rythme du malade. Accompagner, c'est cheminer à côté. À l'origine, partager son pain. Donc voilà, c'est une présence ajustée, mais qui n'est jamais gagnée. C'est pour ça que la formation est permanente. Cet ajustement peut se perdre à tout moment parce que tout d'un coup, il y a une émotion, tout d'un coup, il y a une impuissance. La personne va exprimer quelque chose et ça va déstabiliser l'accompagnant. Et je crois que c'est pour ça qu'il y a des groupes de parole, qu'il y a effectivement toute cette démarche pour les... C'est un travail d'équipe. Voilà, c'est un travail d'équipe. On n'est pas accompagnant tout seul en soins palliatifs, on est accompagnant en équipe. Et il faut savoir aussi prendre une place un peu anonyme, je dirais, au sein d'une équipe. On n'a pas un bénévole, un malade. Voilà. Sylvie, alors on revient un petit peu à votre mission depuis septembre. Alors, comment ça se passe quand vous arrivez dans la chambre d'un patient? Déjà, nous sommes en contact permanent avec l'équipe mobile de soins palliatifs, donc médecins, infirmières, psychologues. Vous n'êtes pas toute seule? On n'est pas toute seule, jamais. Et elles nous parlent du patient, nous disent qui on doit voir, où il en est dans sa maladie ou son état d'esprit. Et à partir de là, on y va tranquillement, on frappe à la porte. On sourit, on voit si la personne est disponible ou pas, si elle a la famille. Et c'est une approche qui se fait à deux, c'est-à-dire que si on sent une réticence de la part du patient, on ne va pas au-delà, on ne s'impose pas. Il a le droit de dire non, je ne vous veux pas, c'est arrivé. Et ça arrivera encore, et ce n'est pas une remise en question personnelle, c'est parce qu'à ce moment-là, il en a marre. Il ne veut pas être dérangé, il est dans sa maladie, il est dans son épreuve, ou il a été suffisamment dérangé par les soignants dans la journée, il n'en peut plus. Et parfois, de très belles rencontres se font. Parfois, c'est assez rapide. Il arrive aussi que la personne soit dans un état comateux, en sédation, ou vraiment en ultime fin de vie. Et on peut être juste là, tenir la main, caresser les cheveux, ou rester à côté, tout simplement. Et parfois, ça suffit. Et cette présence très discrète, ce silence parfois, est-ce que c'est difficile? Est-ce qu'on n'est pas tenté de vouloir parler, réconforter?
Non, non. Parce qu'on ne peut pas réconforter, on ne peut pas aller au-delà d'une question qui n'est pas posée. Je veux dire, si la personne ne nous parle pas, on ne va pas forcément le pousser à parler. Parfois, c'est une personne qu'on suit en équipe mobile, on les voit très peu. Mais on peut les suivre pendant plusieurs semaines et l'approche se fait progressivement. On peut juste dire bonjour la première fois, la seconde fois, on rentre un pied dans la chambre, on demande comment ça va. Et au fur et à mesure du temps, on s'assoit à côté du malade. Et là, la parole vient. Mais on ne peut pas bousculer une parole qui ne vient pas. Ça doit être naturel et ça ne doit pas être forcé. On n'est pas là pour faire parler. On est là pour entendre, écouter, ne pas juger, ne pas donner son avis personnel, ne pas s'investir personnellement. Mais on est là pour être la compassion et l'humanité qui passent, pour sentir ce dont le malade a besoin. Parfois, on peut se tromper, mais voilà. Sylvie, pour en revenir justement à cet aspect-là de l'écoute, comment est-ce qu'on forme ces bénévoles à l'écoute? Est-ce qu'il y a des choses particulières qu'il faut mettre en avant? Oui, bien entendu. La dernière partie de la formation initiale se déroule sur 2 jours et elle va se consacrer essentiellement à des mises en situation et des jeux de rôle à partir de l'expérience qui aura été acquise sur le terrain. Donc là, tout ce qui aura été difficile, un petit peu complexe, ouvrir une porte, quand partir, rester en silence, parce que c'est quand même pas un apprentissage courant dans la société. Il y a beaucoup de bruit, il faut toujours remplir. Donc le silence peut être gênant, ça peut être une limite à la présence. Les nouveaux accompagnants bénévoles vont expérimenter à travers des jeux de rôle ce qui leur aura été difficile à ce moment-là. Et puis quand la formation initiale est terminée, eh bien ils ont un premier séminaire sur l'écoute, avec des intervenants différents. Il y a 4 intervenants qui forment à l'écoute, donc ça veut dire aussi qu'on peut faire 4 fois au moins déjà ce séminaire pour approfondir cet ajustement, voilà, qu'est-ce que l'écoute, l'écoute étant un outil au service de la présence. Et puis il y aura également des séminaires sur la communication non verbale, qui est très très importante. Parfois la parole disparaît, et puis quand elle ne disparaît pas, eh bien, la communication non verbale, c'est la communication de l'authenticité. La communication non verbale? Alors, la communication non verbale, elle va intégrer à la fois le silence, le regard, le toucher-contact, mais également tout ce qu'il y aura comme gestuel et comme mimique du corps. La posture, donc l'écoutant sera amené à mettre de la conscience dans comment parle le corps de la personne qui l'accompagne. Parce que quand vous parlez notamment du toucher, là-dessus aussi il y a toute une approche. Alors le toucher, ça ne se fait pas comme ça, on n'arrive pas et on ne va pas prendre une main. Non, on ne prend surtout pas une main. On va proposer une main. L'accompagnement, c'est une proposition et en toute chose, ça doit rester une proposition. On va donc proposer une main à quelqu'un, on proposera un toucher, mais qui est un toucher-contact. Le massage n'est pas de l'ordre de l'accompagnement, ça reste un acte de soin. Donc, ça sera une proposition on va proposer une main, par exemple, on la passera plutôt comme ça en dessous, plutôt que de prendre. On va toujours laisser la liberté à l'autre de pouvoir la retirer, pouvoir la mettre à côté. Ça pourra être à un moment donné juste cela, mais peu de choses finalement. D'accord. Sylvie, alors cette expérience, qu'est-ce qu'elle vous a apporté? Vous avez changé depuis le début? Oui, je le savais de toute façon que je changerais. De quelle façon? Pour ça. On voit la vie autrement. On apprécie plus les bons moments de la vie et puis de partager ces expériences avec ces personnes qu'on ne connaît pas, qui sont parfois des expériences fulgurantes, parce qu'il y a beaucoup de choses il peut se passer beaucoup de choses en 5 minutes. Et c'est très enrichissant personnellement. On donne, mais on reçoit énormément en contrepartie. Est-ce que vous faites cette démarche-là aussi dans un but spirituel? Est-ce que votre foi est un appui? Non. Je dirais que ça la renforce peut-être.
Mais ce n'était pas le but premier. Hein. Nous sommes une association laïque, donc j'ai accompagné hier une femme musulmane. Et c'était un très bel accompagnement de toute la famille dans sa culture et sa religion. Et justement, ça permet cette association d'être là pour tout le monde, ne pas sectoriser nos démarches. Et oui, c'est un enrichissement dans ma foi personnelle, dans ma vie de femme, de mère. C'est beaucoup de choses, oui, ont évolué depuis. Joël, on parlait aussi des familles. Est-ce qu'il y a une approche particulière? Les malades, c'est une chose, et puis l'accompagnement des familles, en quelques mots? Alors l'accompagnement des proches, même si quand on est nouvel accompagnant ou quand on est futur bénévole, on n'arrive pas à l'association avec la conscience que le malade fait partie d'un groupe familial, d'un groupe amical. Même s'il ne fait plus partie d'un groupe, il en a fait partie, il en a encore des souvenirs. Alors l'accompagnement des proches est très important, c'est une découverte souvent des nouveaux bénévoles. C'est souvent vécu de la part des accompagnants comme un peu difficile parce qu'il va falloir se positionner entre, je dirais, à côté, en espace tiers du malade et des proches, tout en accompagnant l'un et l'autre. Séparément. Voilà, séparément. Sylvie, alors une dernière question. Quel conseil vous donnez aux personnes qui nous regardent et qui se posent la question éventuelle d'un engagement comme le vôtre auprès des personnes en fin de vie? Quel conseil? Je crois qu'il n'y a pas de conseil particulier. C'est une histoire personnelle qui nous mène à ce type de bénévolat. Il ne faut pas croire qu'on y arrive comme ça du jour au lendemain. Ouais. C'est une... il faut bien réfléchir, il faut se dire que c'est un bénévolat qui va forcément changer nos vies, qui à mon avis est très enrichissant. Mais il faut bien savoir où on se situe et connaître ses fragilités. On ne peut pas se lancer dans ce type de bénévolat en ayant des problèmes personnels à gérer à côté. D'accord. Joël Duleroy, vous recherchez des bénévoles? Eh bien, oui, l'association recherche des bénévoles. À l'heure actuelle, c'est difficile. Voilà, il y a moins de personnes qui se présentent pour ce type d'accompagnement, alors que la demande est croissante. Voilà, donc. Merci à toutes les deux. Je me tourne vers vous, Jean, qui avez écouté ces témoignages. J'ai écouté des paroles compétentes et très, très sûres. Je voudrais rajouter ceci. Pour les chrétiens, la mort est le moment le plus important de la vie, puisque c'est le moment de la rencontre face à face avec Dieu. C'est le seul acte que l'on va poser dans notre vie qui engage tout notre être, notre corps, notre cœur et notre esprit. Le seul acte définitif que l'on fait. Et donc c'est un moment essentiel. Hein. Dans le Je vous salue Marie, on demande à Marie de prier à l'heure de notre mort. Et Saint Joseph est celui qu'on invoque également pour les mourants. Je crois qu'il faut toujours se rappeler que c'est un moment de solitude et que cette solitude est nécessaire. Ce qui veut dire, et dans ce que j'ai entendu, j'ai bien remarqué qu'il y a cette chasteté vis-à-vis de l'accompagné, cette discrétion et cette distance qu'il faut respecter absolument, parce que cette solitude est nécessaire. C'est aussi un moment de vérité. Il ne s'agit pas de raconter n'importe quoi à celui qu'on accompagne, car il a besoin de vérité. Et moi j'ai remarqué, j'ai eu ce ministère pendant 4 ans, d'accompagner des médecins et des mourants, j'ai remarqué que la souffrance des mourants, je n'ai vu aucune exception à ça. La plus grande était toujours un pardon non donné ou non reçu d'un frère, d'un conjoint, d'un enfant, d'un ami. Et donc je crois qu'un des plus grands services que l'on peut rendre aux mourants, si bien entendu on s'aperçoit que c'est un service qu'ils demandent, et je l'ai assez souvent remarqué, c'est de permettre une éventuelle réconciliation, une possible réconciliation, car ça leur permet de partir dans la paix,
Je me rappelle avoir remarqué dans l'accompagnement des mourants que lorsque l'on avait pu favoriser ces réconciliations, en fait, la mort intervenait souvent rapidement après. Souvent, dans les 48 heures, j'avais été très frappé de voir ça. Et donc, je pense que dans l'accompagnement des mourants, dans la mesure, bien entendu, où c'est possible, il faut avoir ce souci spirituel très important, puisqu'il s'agit justement d'entrer dans la vie. Merci Jean, merci à toutes les deux. Je voulais citer le site internet de l'ASP qui s'affiche sur vos écrans, aspfondatrice.org. Et puis également 2 livres pour poursuivre sur ce thème. Accompagner en fin de vie, intégrer la dimension spirituelle dans le soin de José Pereira aux éditions Mediapol. Et enfin, Vivre ensemble, la maladie d'un proche, aider l'autre et s'aider soi-même de Christophe Fauré aux éditions Albin Michel. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Très bonne semaine à tous. Au revoir.